Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. En titre, ce soir, nous aurons la conférence de presse de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon pour dénoncer le comportement de Téhéran, et cela 18 mois après les attaques contre les missions diplomatiques du Royaume en Iran. Les détails dans ce journal. Au Rwanda, près de 7 millions d'électeurs ont départagé les 3 candidats en lice pour ce scrutin présidentiel. Franck Habineza du Parti démocratique vert, seul parti d'opposition toléré. Philippe Mpayimana, candidat indépendant tout juste rentré d'exil. Et le président sortant Paul Kagame, ultra favori en lice pour un 3e septennat. Nous le verrons avec nos envoyés spéciaux. En Allemagne, alarmé par la situation des réfugiés qui dorment dans la rue à Berlin, un architecte a décidé de construire avec eux des tiny houses, des petites maisons sur bois et sur roue. La découverte se fera dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Élection présidentielle au Rwanda. Le scrutin a eu lieu ce matin. Gabon 24 a prévu une édition spéciale sur le déroulement de ces élections. Pour en parler, Ismaël Obianzé est sur ce plateau. Bonsoir Ismaël. Bonsoir madame. Et à quoi doit s'attendre Gabon 24, notamment les téléspectateurs de Gabon 24, sur cette présidentielle? À une suite logique de ce qui s'était déjà fait pendant la campagne électorale avec nos envoyés spéciaux à Kigali et dans tout le Rwanda. Il s'agira donc de faire un décryptage de ce scrutin présidentiel, dans ses enjeux, dans son déroulement et sur les perspectives du Rwanda. Et je crois que nous aurons peut-être un repérage, Louis Kemayo dans quelques instants, si la réalisation technique est prête. Sachez que sur le plateau, nous aurons ici des invités. On me fait signe du côté de la réalisation technique, justement. Louis Kemayo est en direct de Kigali. Lui, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous tout sur le déroulement de ce scrutin présidentiel tant attendu par les Rwandais de Kigali, de l'intérieur du pays, que les Rwandais de l'extérieur. Disons que les Rwandais ont voté en ce temps. Il y a eu des votes des Rwandais de l'étranger qui s'est déroulé hier, je crois. Et aujourd'hui, donc, c'était au tour des Rwandais sur le territoire national d'aller aux urnes. Ça a commencé très tôt dans la journée, à 7 h du matin. Il y avait une vraie affluence. Il y avait de l'ambiance également, parce que c'est au rythme quand même de la musique dans les bureaux de vote que le scrutin s'est déroulé. Il y a des votants et des votantes qui se sont mis à danser au moment d'aller glisser leur bulletin dans l'urne. Je pensais au départ, en regardant la configuration, que la grosse inconnue, ce serait peut-être la participation. Mais je pense que cette inconnue-là a déjà été résolue. Il y a eu un vrai taux de participation. Et contrairement à ce qui se passe souvent dans nos pays, où une journée d'élection est une journée de travail perdu, ici, on vote puis on va travailler. Donc, ça a été une journée assez rythmée, assez intéressante, qui a permis aux 3 candidats, j'en ai rencontré un seul depuis, c'est Franck Habineza, qui m'a dit qu'il était très content de la manière dont le scrutin s'est déroulé. Je n'ai pas pu avoir Philippe Mpayimana, malheureusement, pour avoir son sentiment sur le déroulement de ce scrutin. Mais ce qui est certain, c'est que les 2 challengers de Paul Kagame sont d'anciens journalistes. L'un a vécu pendant très longtemps en RDC d'abord, je parle de Philippe Mpayimana, puis après il s'est rendu en France où il a vécu près de 13 ans, et il est revenu il n'y a pas très longtemps. L'autre, Franck Habineza, a été également à l'étranger, il a passé beaucoup de temps dans les pays scandinaves. Il est considéré comme l'opposant le plus toléré, puisque vous savez que Victor Ingabire est toujours en prison. Donc ça fait qu'il est aujourd'hui la seule formation politique de Parti démocratique vert à prendre part à cette élection présidentielle en tant que formation politique, mais c'est aussi le Benjamin de tous les 3 candidats. Donc voilà, c'était une ambiance plutôt intéressante. Il n'y a pas eu d'appro, il n'y a pas eu de violence, il y a eu beaucoup de discipline. Je veux dire, comme d'habitude au Rwanda, et on attend maintenant les résultats. Normalement, la commission électorale a prévu une première conférence de presse qui permettra de donner les premières tendances. Et aux environs de 23 h, heure de Kigali, nous devrions avoir 75% des résultats.
En gros, on devrait avoir les premières tendances et les résultats d'ici quelques heures. Merci donc Louis Kemayo. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'ambiance de ce scrutin ce matin à Kigali. On vous retrouve tout à l'heure à 21h dans le décryptage de ce scrutin présidentiel avec nos invités sur le plateau et tout le dispositif que nous avons mis en place. Gabon 24 a mis en place à Kigali pour faire vivre en direct, en temps réel, le déroulement de cette campagne présidentielle jusqu'au scrutin qui s'est tenu ce matin. Merci à vous Ismaël. On vous retrouve donc avec vos invités à 21h pour cette édition spéciale. Retour sur la conférence de presse où plusieurs cadres du Parti démocratique gabonais se réclament être des hommes du président. Des sorties vertement critiquées par certains responsables du parti au pouvoir, le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issozengondé, sur sa page Facebook, soutient l'initiative de ses membres du gouvernement dont l'objectif visé par la conférence de presse était de défendre l'action du gouvernement et la politique d'Ali Bongo Ondimba. La situation économique et financière a occupé également le gros de la discussion ouverte avec les hommes et femmes des médias. Le Premier ministre écrit sur son compte Facebook, je cite, « Face à l'âpreté du débat politique actuel, défendre l'image du président de la République est plus qu'une mission pour la majorité. Mon soutien aux personnes qui se sont engagées dans cette voie selon leurs atouts et leurs talents. Un soutien clair et incontestable donc du chef du gouvernement. » Retour sur cette conférence de presse avec Muriel Ndoyene et Joël Tatou pour le rappel des faits. L'acte 2 des cadres du Parti démocratique gabonais qui défendent l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba était essentiellement axé sur la situation économique et financière du Gabon. Ici, il a été question d'infirmer les informations négatives distillées sur la question par une certaine opposition regroupée au sein de la coalition dite de la Nouvelle République. Pour ces cadres, l'économie gabonaise ne se porte pas aussi mal comme cela est dit, grâce à un plan de relance qui fonctionne. La diversification de l'économie gabonaise a été déclenchée dès 2010. Et cela se traduit à travers la part du secteur hors pétrole dans la croissance de l'économie gabonaise. C'est ainsi qu'alors que le taux de croissance du secteur hors pétrole était de 0,4% en 2009, sur la période 2010-2016, le taux de croissance hors pétrole est de 5,5%. Deux exemples ont été donnés pour montrer l'impact des efforts de résilience au niveau de l'économie gabonaise, en dépit de la grave crise qui sévit depuis 2014 suite à l'effondrement des coûts des matières premières. Lorsque nous entendons par exemple qu'il nous dédie que la diversification de l'économie est un écueil et que le Gabon n'exporte plus peut-être le pétrole, mais exporte maladroitement l'huile de palme. Et comment voulez-vous qu'on puisse comprendre une telle affirmation, alors même que l'exportation de l'huile de palme est le résultat justement d'une production locale, d'une transformation vers d'autres pays. Nous avons les exportations de l'huile de palme qui vont vers le Bénin, qui aujourd'hui vont atteindre le marché du Nigeria. C'est une réussite, c'est la preuve même que nous avons amélioré le niveau de nos exportations avec d'autres produits que celles des matières premières. Pour cette nouvelle coalition, l'avenir de l'économie gabonaise dépendrait de sa diversification, avec un choix porté sur les secteurs porteurs de croissance pour mieux asseoir la crédibilité économique du pays. Dans le cadre de ces activités, la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo, en partenariat avec la Cour de cassation, a organisé une conférence ce vendredi à l'UOB sous le thème « Champ d'action et prérogatives de la Cour de cassation du Gabon ». Objectif : édifier les étudiants sur le fonctionnement et les missions de cette juridiction suprême. Jamila Bengman, Mirandangé. C'est la salle culturelle de l'université Omar Bongo qui a servi de cadre ce vendredi à la conférence du premier président de la Cour de cassation du Gabon sous le thème évocateur des champs d'action et prérogatives de la Cour de cassation, dont le but est d'édifier la communauté estudiantine sur le rôle de cette instance judiciaire. Il est question ce matin de la conférence sur le thème les prérogatives, le champ et les prérogatives de la Cour de cassation. Pourquoi ce thème? C'est tout simplement parce que la Cour de cassation n'est pas connue au public.
il est de bonne loi au sein de l'Université Omar Bongo, nous avons les étudiants qui font les études de droit, et même ceux-là qui ne font pas les études de droit, doivent savoir les prérogatives et les missions de la Cour de cassation. Donc ce matin, nous avions le président de la Cour de cassation en personne, M. Honoro Mundunga, qui est venu nous édifier sur les missions et les prérogatives de la Cour de cassation. La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire qui comporte les juridictions du premier degré que sont les tribunaux, les juridictions du second degré, les cours d'appel. La Cour de cassation examine en droit, mais non en fait, des connaissances bien assimilées ici par les étudiants. C'est d'un intérêt capital parce que on dit souvent que mon peuple périt par faute de connaissances, parce que cette institution, la Cour de cassation, n'est pas connue par le plus grand nombre. Et j'estime que c'est des initiatives louables, parce qu'il faut que tout le monde sache le rôle et le fonctionnement de la Cour de cassation, et non seulement de la Cour de cassation, mais d'autres institutions également. La Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d'appel, un troisième degré de juridiction. Son rôle n'est pas de rejuger les affaires, il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées en fonction des faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d'appel, et qu'il n'est plus possible de discuter devant la Cour de cassation. Et puis, je vous le disais en titre, la conférence de presse de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon pour dénoncer le comportement de Téhéran, et cela 18 mois après les attaques contre les missions diplomatiques du Royaume d'Arabie Saoudite en Iran. Les autorités iraniennes ont, semble-t-il, du mal à faire avancer l'enquête. Kenny Ongouri fait le compte-rendu de ce reportage. Suite aux événements survenus en Iran en 2016 contre les missions diplomatiques du Royaume d'Arabie Saoudite en Iran, un an plus tard, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon est revenu sur ces événements. Comme vous savez, il y a eu une attaque sur l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Téhéran et le consulat général à Mashhad, et aussi des incendies qui ont été commis. Nous sommes toujours en train de demander au régime iranien de faire les enquêtes nécessaires au sujet de l'attaque qu'a subi l'ambassade et le consulat. Au regard des faits, une délégation saoudienne a été envoyée sur place, mais celle-ci a essuyé un refus de voir son avion se poser sur le sol iranien, un autre fait que dénoncent les autorités saoudiennes. Le rejet par la partie iranienne de la présence d'une équipe saoudienne lors de l'entrée des autorités iraniennes au siège des missions diplomatiques confirme que la partie iranienne n'est pas sérieuse dans l'enquête et dans la poursuite des responsables des incidents. Cela n'est pas surprenant. L'Iran a un registre plein de violations de l'inviolabilité des missions diplomatiques depuis la prise d'assaut de l'ambassade des États-Unis en 1979 et la détention de ses employés pendant 444 jours. 18 mois plus tard, les autorités iraniennes continuent de retarder et refusent d'achever l'enquête sur l'assaut contre l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran et son consulat à Mashhad. Les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite accusent Téhéran de faire du chantage et de retarder délibérément une enquête sur une attaque de 2016 contre ses missions diplomatiques dans le pays. Dans le cadre de la mise en pratique du contrat d'apprentissage jeunesse initié par le ministère de la Formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, une visite guidée de plusieurs jeunes sélectionnés par l'Office national de l'emploi a visité le site d'Nkok dans lequel ils bénéficieront d'une formation, voire d'un emploi. Lariska Lor-Mamengi et Jospin Bombadiangue. Le contrat d'apprentissage jeunesse entame sa phase pratique avec la visite ce vendredi d'une vingtaine de jeunes à la zone spéciale économique d'Nkok. Objectif, présenter aux jeunes leur futur espace de travail. Alors ce que nous avons prévu justement, c'était d'abord de leur présenter la zone de manière générale et de leur présenter aussi le contrat d'apprentissage jeunesse qui sera le format juridique dans lequel ils seront employés au sein de la zone. Donc nous avons organisé depuis mercredi des rencontres pour au total 734 jeunes. Tout ceci en fait est à l'actif du chef de l'État parce que nous nous souvenons tous que le chef de l'État avait dit que ce septennat en fait était dédié tout à la jeunesse. Lorsque les choses sont faites, les gens n'y croient pas. Et nous étions déjà il y a quelques semaines dans les zones Bikele, PK6, en fait Essassa, de Kontang et Toum, pour identifier ces jeunes-là. Donc aujourd'hui nous sommes à la phase des visites. Et nous faisons visiter en fait aux jeunes déjà les sites qui vont les accueillir
Et certainement, d'ici la semaine prochaine, en fait, ils vont intégrer ces entreprises-là. Plus de 700 jeunes Gabonais sans emploi ont été répertoriés par l'Office national de l'emploi pour occuper les 524 emplois disponibles dans les 44 usines existantes dans la zone économique de Nkok. Les premiers sélectionnés n'en reviennent toujours pas. C'est une très bonne initiative que le chef de l'État pense à la jeunesse gabonaise. C'est déjà un atout que nous puissions bénéficier de ça, d'une formation, non seulement qu'on ne paye pas, je parle de formation. On ne paye pas, c'est gratuit. Donc pour moi, c'est vraiment fort en fait. Je suis vraiment satisfait. À noter que la formation se fera sur une durée de 2 ans, avec une indemnité reversée d'au moins 80 000 francs CFA en montant à tous ceux qui seront sélectionnés pour occuper les 524 emplois disponibles. Un exemple sans conteste de l'égalité des chances. Après plusieurs semaines d'examen et de correction, les résultats du diplôme de technicien supérieur et du certificat de formation professionnelle ont été délibérés ce vendredi à Libreville. Lariska Lormamengi, Jospin Bombadionga. Les résultats du diplôme de technicien supérieur et celui du certificat de formation professionnelle sont connus. Avec plus de 60% de réussite dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants, au dire du directeur général de la formation professionnelle. Les examens se sont déroulés sans difficulté. Tout s'est très bien passé. Nous avons eu en CFP environ 1087 candidats qui se sont présentés. En DTS, près de 900 candidats. C'est satisfaisant pour nous quand on sait les difficultés de l'année en cours avec quelques perturbations et des ajustements qu'il y a eu. C'est des résultats qui sont à améliorer, bien sûr, parce qu'on est en formation professionnelle et par principe, on devrait avoir quand même des taux approchant les 80%. Le DTS et le CFP se tiennent en 2 étapes. La première, qui concerne les épreuves planchées, étant bouclée, reste celle des soutenances, à la suite desquelles les résultats définitifs seront délibérés. Là, on n'est pas sur l'admission d'office, on est sur l'admissibilité. Les candidats admissibles vont donc, que ce soit au DTS ou au CFP, aller en stage pour au moins 3 mois, pour aller reconforter tout ce qu'ils ont appris dans les centres de formation ou dans les instituts, et revenir après 4 mois soutenir leur rapport de stage. Le diplôme de technicien supérieur et celui du certificat de formation professionnelle s'obtiennent au bout de 2 ans dans les centres de formation et les écoles supérieures spécialisées. Pour préparer leur classe supérieure ou parfaire leurs connaissances, certains élèves choisissent de faire les cours de vacances. Quel est l'objectif visé par ces cours en période de vacances? Alexandre Nkogué répond à notre interrogation. La période des vacances est un moment propice pour parfaire ses connaissances dans différents domaines. Pour certains, le choix est porté sur les cours de vacances qui, entre autres, préparent les élèves pour la classe supérieure. Celui-ci est organisé par les différents établissements de la place. Nickel Zungwa, professeur de français dans un établissement de la Camtet de Libreville, donne l'objectif de ces cours et son mode de fonctionnement. Les cours de vacances, d'abord, c'est pour renfermir d'abord les liens entre les apprenants, également renforcer bien sûr l'éducation de ces enfants-là, renforcer leurs connaissances, renforcer leurs aptitudes, renforcer également les matières dans lesquelles on recense quelques faiblesses. Les élèves, souvent réfractaires à étudier pendant les vacances, sont satisfaits de ces cours qui occupent leur temps libre. Je fais les cours de vacances parce que j'ai repris ma seconde. Les leçons sont bien expliquées et je remarque aussi que je m'améliore beaucoup. Ces cours de vacances qui sont dispensés durant 1 mois sont sanctionnés par un bulletin de notes qui révèle ainsi le niveau des apprenants. Allons à présent dans les confins de la province de l'Ogooué-Maritime et principalement dans le département des Timboué au district de Ndougou. Cette localité qui est considérée comme un véritable grenier pour la 8e province de notre pays. Qu'est-ce qui s'y passe? Découvrons-le justement dans le reportage d'Igor Onanga. À quasiment 6 heures de Port-Gentil, par voie fluvio-maritime et en passant par Omboué, il y a le district de Ndougou. Connu comme le grenier de la province de l'Ogooué-Maritime et l'une des localités gabonaises les plus prospères en termes d'agriculture,
Aujourd'hui, c'est jour de sortie des plantations pour les cultivateurs de bananes. Une étape, entre autres, avant de rentabiliser des mois de dur labeur. Nous débroussons, on plante, après planter, on attend des années, peut-être 1 an après, on récolte. Quoique vendre sa banane semble devenir de plus en plus compliqué, par les temps qui courent, le processus est plutôt du genre à décourager les débutants. Je vais à Port-Gentil, depuis ici, il faut d'abord prendre la voiture, on dépense d'abord sur la voiture, on prend les pirogues, on dépense, arrivé devant, on dépense. Et on essaie de voir ce qu'on gagne à la fin. Il faut compter près de 30 000 francs de frais de transport pour Jacques qui n'a pu récolter que 30 régimes de bananes. Toute chose qui jouera sur le prix de vente à la capitale économique de notre pays. À Port-Gentil, là où ça ne marche pas, là, même à 7 000, on va vendre. Mais en temps normal, c'est combien? En temps normal, ça dépend. Quand il n'y a pas de crise, même à 20 000, hein, tu vends. Oui. Bien qu'il est important de reconnaître ici qu'on est loin du Ndourou des grands jours, avec un coup de pouce, ces cultivateurs pourraient mieux faire, même si leurs activités souffrent aujourd'hui des assauts incessants des pachydermes. Une mission d'évaluation sur les dégâts causés par les éléphants séjourne actuellement au district de Ndougou. Nous y restons. Cette dernière a pu, grâce à l'apport du syndicat rural Guiménou, prendre connaissance des difficultés des agriculteurs de cette partie du pays. Igor Onanga y prenait part. Regardez. Nous sommes en fin d'après-midi au débarcadère du district de Ndougou. L'arrivée d'une délégation venue de Port-Gentil, menée par le président du conseil départemental des Timboué, le secrétaire général de la préfecture et composé d'agents des eaux et forêts et de l'agriculture, n'est que très importante pour la tenue de cette réunion qui en fait est l'assemblée générale du syndicat rural Guiménou. Notre syndicat est un syndicat rural qui a un tronc commun parce que notre activité principale c'est l'agriculture. L'assemblée générale que nous avons eue a pour objectif de présenter d'abord aux autorités administratives qui nous ont toujours oublié les difficultés que nous connaissons. Au fil des échanges, l'ossature de l'AG de Guiménou prend forme. Le lieu est l'occasion de définir clairement l'objectif de cette organisation qui milite pour le rassemblement des cultivateurs du canton Orembonkomi. Nous sommes tous ici concernés par les préoccupations. Voilà pourquoi notre syndicat a pour objectif d'abord d'unir tout le monde. Et ensuite, nous avons comme devise Kongulurungula, ça veut dire ensemble, nous pouvons. Force est de préciser qu'on parle en même temps d'une mission d'évaluation des dégâts des éléphants dans les plantations de ses compatriotes. Pour les membres de Guiménou, cela est porteur de bons horizons. C'est pour les populations un réconfort. Parce que d'habitude, elles n'ont jamais connu cela. Et aujourd'hui, la présence de ces agents les fait quand même comprendre qu'il y a un peu d'espoir. Que demain, si Dieu voulant, nous pouvons au moins compter sur l'État pour comprendre les peines que nous avons. Guiménou compte à ce jour plus de 200 adhérents et autant de plantations. Les agents de l'État gabonais en séjour dans le district de Ndourou ont 5 jours pour faire une évaluation claire de la situation de ces agriculteurs. Et puis, vous le savez, les Rwandais ont voté ce vendredi pour un scrutin présidentiel promis à Paul Kagame, l'homme qui dirige le pays depuis plusieurs années. Le président sortant a lui aussi mis le bulletin dans l'urne. Le condensé avec Daniela Mengue et Sandy Adzabe. On peut encore le voir, il est certainement pas loin. Paul Kagame est donc arrivé sur ce site aux environs de 10 heures, à quelques 500 mètres de son domicile. Il est donc arrivé à pied, accompagné de ses collaborateurs, le temps d'une discussion. Un homme posé, confiant, souriant d'ailleurs, qui a aujourd'hui donc attend le résultat des quelques 6 millions de Rwandais qui auront décidé de choisir celui qui sera leur prochain chef de l'État. Toutefois, on retient quand même que les Rwandais que nous avons rencontrés savaient déjà quel était leur choix, d'où la confiance aussi dans laquelle peut se trouver le candidat et peut-être, pourquoi pas, le futur président de la République.
En direct donc du centre de vote d'Aperingunga, le président Paul Kagame, le président sortant qui brigue un 3e mandat, vient donc de poser son acte citoyen. Vous le voyez, il y a du monde, la presse nationale, internationale est là. Difficile d'approcher l'homme qui n'a pas souhaité faire de déclaration à l'issue de cet acte. L'actualité, c'est aussi parler de la situation des réfugiés qui dorment dans la rue à Berlin. Un architecte a décidé de construire avec eux des tiny houses, des petites maisons sur bois et sur roues. D'autres initiatives sont nées de ce projet. Reportage. Une structure en bois, des roues et une surface de moins de 10 mètres carrés. C'est ce que l'on appelle une tiny house, une minuscule maison en français. Un concept venu des États-Unis, largement popularisé après l'ouragan Katrina pour fabriquer des maisons rapidement et à bas coût. C'est une autre crise qui a poussé l'architecte allemand Van Boo à en construire à Berlin depuis 2 ans. Une idée qu'il a eue pour aider les milliers de réfugiés sans domicile dans la ville. Il faisait froid, c'était en hiver. Il neigeait, il pleuvait et il devait dormir dans la rue, devant le bureau d'enregistrement. Donc j'ai pris ma perceuse, j'ai récupéré du bois que j'ai trouvé par hasard dans la rue et je l'ai amené là où 20, 30, 40 réfugiés faisaient la queue en s'ennuyant à mourir. Et on a tout simplement commencé à construire. Depuis 2015, ce sont des dizaines de maisonnettes qu'il a construites à l'aide des réfugiés. Des logements qu'il loue ensuite à des personnes à faible revenu pour une centaine d'euros par mois. Ali, arrivé de Syrie il y a 1 an et demi, fait partie de son équipe. Je travaillais comme menuisier en Syrie et aussi au Liban. Et maintenant en Allemagne. J'ai construit une tiny house à Stuttgart et maintenant je construis celle-ci avec mes collègues. Aujourd'hui, c'est toute une communauté qui se passionne pour ces petites maisons en Allemagne. Noam s'est lui aussi lancé dans la construction d'une tiny house, moins pour des questions d'argent que pour vivre différemment. Ça permet aux gens d'avoir un style de vie plus minimaliste et simple. Je pense que les gens qui vivent dans des tiny houses sont plus conscients du fait d'utiliser leur temps de manière judicieuse. Comme l'espace est très limité, ce qui se passe à l'extérieur est plus important qu'à l'intérieur. Faite de matériaux recyclés, la maison de Noam est alimentée en énergie grâce à des panneaux solaires. Une fois terminée, elle sera exposée pendant 1 an pour servir d'exemple à ceux qui voudraient aussi se lancer dans l'aventure. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, l'actualité a été marquée par la conférence de presse de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite qui dénonce le comportement de Téhéran, et cela 18 mois après les attaques contre les missions diplomatiques du Royaume en Iran. Au Rwanda, retenez que près de 7 millions d'électeurs ont départagé les 3 candidats en lice pour ce scrutin présidentiel, Frank Habineza, Philippe Mbaïmana et le président sortant Paul Kagame, ultra favori en lice pour un 3e septennat. Nous étions en Allemagne où, alarmés par la situation des réfugiés qui dorment dans la rue à Berlin, un architecte a décidé de construire avec eux des tiny houses, des petites maisons sur bois et sur roues. La découverte s'est faite dans ce journal. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24, l'actualité continue.